Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, la Guinée, premier pays au monde, a voté une loi pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Souvent victimes d'abus ou de violences, elles peuvent désormais faire valoir leurs droits, notamment à l'éducation et aux soins de santé. Notre invitée se bat justement pour changer les mentalités et défendre les personnes albinos. Elle excelle aussi sur les pistes de course. Nous avons le plaisir de recevoir une femme d'exception, la championne paralympique multimédaillée Nantenin Keita. Enfin, on ira sur les plages du Cap découvrir une thérapie basée sur le contact avec la mer. Une ONG aide des enfants démunis à faire face à leur autisme grâce au surf. Les personnes atteintes d'albinisme sont désormais protégées par la loi en Guinée. Comme dans d'autres pays sur le continent, elles sont souvent discriminées et persécutées, victimes de fausses croyances et de rites de sorcellerie. Le texte adopté prévoit notamment de lourdes peines pour les auteurs de crimes rituels et d'enlèvement. C'est un reportage de nos correspondants Sarah Sako et Malik Diakité. Bonjour. Ces élèves d'un collège privé de la banlieue de Conakry accueillent ce matin Adjiratouba et son équipe. Ne soyez pas timide, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'albinisme? Au programme de la rencontre, comprendre l'albinisme et dénoncer les abus dont sont victimes les personnes touchées par cette condition génétique qui entraîne un déficit de mélanine, ce pigment que l'on retrouve dans la peau et les cheveux. Alpha, 14 ans, a été témoin de discrimination. J'ai entendu un grand insulter un viol, il dit que c'est les gens là qui sont maudits. Quand je vois ça, des fois, je me sens mal parce que ce n'est pas de leur faute. Pour Adjiratou, militant depuis plus de 10 ans, les enfants restent le meilleur relais pour changer les mentalités. Il faut de notre côté multiplier cette sensibilisation, leur expliquer que c'est un phénomène génétique, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ou bien parce que certaines disent que la mère a été infidèle, c'est pour ça qu'elle a eu, il y a tout ça. Nous retrouvons la militante chez elle. Journaliste à la ville, la quadragénaire vit avec sa mère, Mariama. Adjiratou s'estime chanceuse. Elle a vécu une enfance heureuse, aimée des siens. La stigmatisation n'a toutefois pas épargné la famille. J'ai beaucoup souffert. Les gens me disaient que j'avais mis au monde un petit diable. On m'a dit toutes sortes de choses horribles. Mais c'est Dieu qui me l'a donné et j'ai toujours aimé ma fille. Adjiratou met beaucoup d'espoir dans la nouvelle loi pour la défense des personnes atteintes d'albinisme. Que les personnes atteintes d'albinisme puissent vivre en sécurité, plus s'épanouir, plus accéder aux services sociaux de base, plus travailler. La loi prévoit la perpétuité pour les auteurs de crimes rituels et jusqu'à 20 ans de prison pour l'exploitation des personnes atteintes d'albinisme. On retrouve tout de suite notre invité Nantenin Keita. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, vous êtes l'une des ambassadrices des droits des personnes atteintes d'albinisme. Vous êtes notamment la présidente de l'association qui porte également le nom de votre père, l'association Salif Nantenin Keita. Mais pas seulement, vous êtes aussi une athlète paralympique. Vous avez notamment remporté l'or aux Jeux de Rio en 2016 pour le 400 mètres et avant cela de nombreuses autres médailles aux championnats du monde, d'Europe et les précédents Jeux paralympiques, et tout cela avec une modestie qui suscite l'admiration. Nantenin Keita, on vient de le voir dans ce reportage tourné en Guinée. Est-ce que, selon vous, les mentalités changent en Afrique concernant l'albinisme ? Alors, j'ai envie de dire que oui, elle change concernant l'albinisme parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des jolis modèles qui montrent qu'être une personne albino, c'est être une personne avant tout et que ça s'arrête là. Donc, ça change très, très, très lentement. C'est comme tout, hein, les croyances, quand elles sont ancrées, pour les désancrer, c'est très, très compliqué. Mais moi, je tenais vraiment à féliciter la Guinée parce que ça fait très longtemps que ça dure, ça fait très longtemps que les massacres perdurent, que la discrimination perdure sur les personnes albinos. Donc pour moi, c'était même impensable qu'un pays africain le fasse. Donc un grand bravo à eux. J'espère que ça va donner de belles idées à d'autres pays. Mais même si les mentalités évoluent, il reste encore énormément à faire. Et c'est pour ça que nous, on est encore là et qu'on ne lâchera pas. Qu'est-ce qui reste à faire, justement? Je lisais aussi une interview de votre père, Salif Keita, dans laquelle il disait qu'à chaque élection au Mali, les sacrifices d'albinos reprennent. Oui. Qu'est-ce qui reste à faire pour lutter contre ces fausses croyances? Ce qui reste à faire, c'est vraiment que les gens se rendent compte
comprennent que l'albinisme, c'est une anomalie génétique et qu'il n'y a aucun super pouvoir derrière ça. Le seul super pouvoir que les enfants ont, c'est d'être des enfants, en fait. C'est juste ça. Donc, à partir du moment où on va réussir à leur faire comprendre ça, mais il n'y aura plus ces massacres-là parce qu'ils vont bien se rendre compte que finalement, à part ôter la vie d'une personne, ils n'ont rien fait d'autre, en fait. Et quand bien même ils pourraient y croire, pourquoi la vie d'un enfant albinos valerait moins que la vie d'un futur président ou d'un potentiel futur président ou de quelqu'un qui voudrait juste le pouvoir? Pourquoi, en fait? Non. Vous-même, votre père avait d'ailleurs décidé de vous emmener grandir en France alors que vous étiez âgé de seulement 2 ans, car il avait peur que vous subissiez les pires atrocités en grandissant au Mali. Disons que lui, il a souffert en fait de ce qui s'est passé au Mali. Il a eu les discriminations, il a eu les moqueries, le rejet, la difficulté aussi d'étudier, qui n'est pas négligeable. Et donc il s'est dit qu'il voulait pas que moi je vive la même chose. Donc oui, effectivement, il a décidé de me faire venir en France. Et j'ai envie de dire que ça a été une chance pour moi, honnêtement, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais étudier dans de bonnes conditions, quand on est albinos, quand on supporte pas le soleil, quand on n'y voit pas grand-chose au tableau, c'est pas évident. Oui, parce que je le rappelle, l'albinisme entraîne aussi souvent des déficiences visuelles. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous œuvrez avec l'association Salif Nantenin Keita? Alors en fait, on travaille, l'association Salif et Nantenin Keita est basée en France. On travaille en collaboration avec la fondation Salif Keita au Mali. Et puis, on travaille sur trois volets. Le premier volet, c'est le volet de la santé, justement parce que, comme on expliquait plus tôt, l'albinisme, c'est un défaut de production de mélanine. Qui dit défaut de production de mélanine dit qu'on n'a pas cette barrière contre les rayons UV du soleil. Donc on est obligé de se protéger, j'ai envie de dire, de façon... alors mécanique, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de mettre une barrière entre notre peau et les rayons UV du soleil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des crèmes solaires. Là, justement, actuellement, on a lancé une campagne, une cagnotte sur Hello Asso pour récolter justement des fonds pour acheter et acheminer de la crème solaire au Mali. Donc ça, c'est ce volet-là. On travaille aussi sur un volet éducation, parce que je vous disais tout à l'heure que pour moi, il est essentiel de pouvoir aller à l'école et de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Comment ça se passe à l'heure actuelle? On va à la rencontre des professeurs, des enseignants, en leur expliquant que l'enfant albinos a des difficultés pour voir, et donc du coup qu'il faut qu'il y ait une attention un peu plus particulière sur cet enfant-là, qu'il faut qu'il soit au premier rang, que l'enseignant essaye de plus parler que d'écrire au tableau. Voilà, et on a aussi un volet sensibilisation qui repose sur la sensibilisation du grand public, en expliquant encore une fois que l'albinisme, ce n'est qu'une anomalie génétique avec des caractéristiques qui font que on a la peau blanche, qu'on ne supporte pas le soleil, qu'on a une déficience visuelle, et aussi de la sensibilisation auprès des familles, qui souvent se trouvent démunies parce qu'elles ont un enfant albinos au sein de leur famille. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'elles doivent comment elles doivent le protéger? Comment elles doivent, à quelle heure elles peuvent sortir? Comment on peut enseigner? Vers qui on peut se retourner si on a une problématique? Voilà, en gros, accompagner les familles dans cette nouvelle aventure avec un enfant qui a une différence. Trouver des moyens de s'adapter et la richesse de notre monde qui vient aussi de nos différences. Exactement, c'est exactement ça. La richesse vient vraiment des différences. Et puis c'est surtout qu'on est tous différents les uns des autres. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais forcément des complexes par rapport à mon albinisme. Et en fait, en grandissant et en voyant que tout le monde était différent, je me suis dit, mais non, finalement, c'est hyper cool d'être albinos, en fait. J'ai ma particularité et je ne ressemble à personne d'autre. Et c'est ça qui est sympa et c'est ça qui est bien. Et puis, c'est surtout que grâce à mon albinisme, grâce à ma déficience visuelle, j'ai pu réaliser des choses que je n'aurais sûrement pas réalisées si je n'avais pas eu cette différence-là. Je suis championne paralympique. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de monde du fait de ce statut de sportif de haut niveau paralympique que je n'aurais sûrement pas eu si j'avais été noire et que j'avais eu 10 sur 10 à chaque œil. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, clairement, et de me dire que je suis capable de faire les choses aussi bien que les autres, voire mieux que les autres, parce que je suis quand même championne paralympique, sans prétention aucune, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était de me dire que grâce à mon albinisme, grâce à ma déficience visuelle, je peux réussir, je suis capable de. Et en fait, c'est vraiment ça que moi, le message que je veux porter aujourd'hui aux personnes qui sont différentes et qui ont un handicap,
c'est qu'on est capable. Moi, j'ai réussi dans le sport. Mon père, il a réussi dans la musique. D'autres vont réussir dans la culture. D'autres vont réussir dans la politique, dans l'art. Chacun, en tout cas, a la possibilité de réussir. À partir du moment où on a un rêve, on a la possibilité de l'atteindre. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, on peut se mettre des points d'étape et des objectifs à atteindre. Alors, les Jeux de Tokyo auront lieu du 24 août au 5 septembre. Comment se déroule votre entraînement pour participer à ces Jeux paralympiques ? Sur ma discipline, le 400 mètres, je fais une course correcte pour la période et pour toutes les blessures que j'ai eues sur ces 2 dernières années. Sauf que j'ai participé aussi au relais 4x100 et je me suis fait une petite blessure sur le relais. Donc du coup, là, ma préparation va être un peu tronquée. Donc on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je donnerai le meilleur de moi-même pour amener une médaille des Jeux de Tokyo. Peut-être une nouvelle médaille d'or. Ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, j'irai. En prenant le départ, je me dirais que je veux être championne paralympique. Après, honnêtement, ça risque d'être un peu compliqué là, cette année. Et pour terminer, concernant le handisport sur le continent africain, quel est le constat que vous faites ? Alors malheureusement, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pépites, que ce soit dans le paralympique ou pas d'ailleurs, mais pour arriver au sport, c'est un peu compliqué. Là, aujourd'hui, avec des amis, nous, on a monté une autre association qui s'appelle Sur le toit du monde, qui justement a pour but d'aider les sportifs en situation de handicap à s'épanouir à travers le sport. Et bon, là, on vient juste de la monter, elle a quelques mois, mais en tout cas, on sait qu'il y a des pépites et on veut vraiment les accompagner sur le professionnalisme dans le sport. C'est-à-dire leur trouver un entraîneur, leur trouver des compétitions adéquates, leur permettre aussi tout simplement de voyager pour faire des compétitions à l'international et voilà, s'épanouir via le sport parce qu'on est sûr et certain que le sport, c'est un très très bon vecteur et un très très bon lien social en fait. Merci, Nantena Keita. Si je pouvais juste ajouter une petite chose, il y a la désignation du porte-drapeau qui va démarrer bientôt. Et du coup, je suis candidate à cette désignation pour les Jeux de Tokyo. Donc, votez pour moi. Donc, le message est passé. Merci, Nantena Keita. C'était un plaisir de vous recevoir dans Afrique Hebdo. Et on vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour les Jeux de Tokyo. Merci à vous. Et le surf sera pour la première fois un sport olympique lors de ces prochains JO, une discipline dont les bienfaits sont multiples. En Afrique du Sud, l'ONG Waves for Change, comprenez les vagues du changement, donne des leçons de glisse à des enfants autistes. Et vous allez le voir, c'est une forme de thérapie qui fait ses preuves. Reportage de nos correspondants Caroline Dumais et Sam Bird-Peace. Ils viennent toutes les semaines sur la plage de Muizenberg, dans la banlieue du Cap. Pour la plupart de ces enfants qui souffrent des troubles de l'autisme, sortir de leur banlieue pauvre, où ils sont isolés, est déjà une aventure. Je voudrais que vous écoutiez le bruit des vagues, le bruit des oiseaux. Inspirez, expirez. De la relaxation à l'imitation des animaux marins. Sous l'œil médusé des passants, les séances durent une bonne heure avant d'apprendre à faire du surf. Nous leur donnons l'occasion de se mesurer à eux-mêmes et nous ne les jugeons jamais. Pour les responsables de cette ONG, l'objectif n'est pas tant d'enseigner le surf que d'exposer ces enfants à des situations inhabituelles afin de leur permettre de mieux s'intégrer. Le programme aide les enfants à vivre des choses alors qu'ils sont d'habitude inquiets ou angoissés. Les jeunes atteints d'autisme sont très sensibles. Et ressentir l'océan, sentir l'eau froide, le sable, c'est bien. Un des professeurs nous a dit qu'un de ses enfants sautait de table en table et refusait de toucher le sol à l'école. Et là, il accepte de toucher le sable, pieds nus. 1700 enfants sont suivis en Afrique du Sud. L'ONG a aussi des partenaires au Libéria, en Sierra Leone ou en Somalie qui reproduisent cette thérapie sur un continent où le traitement clinique est inexistant. Notre ambition, c'est la santé mentale. Et nous voulons faire avancer les choses dans ce domaine et empêcher la stigmatisation. Nous voulons aussi proposer des services de qualité. Je crois que c'est ça, c'est ce que nous faisons. Ces thérapeutes n'ont pas pour but d'agrandir indéfiniment leur organisation, mais de faire une différence dans la vie de chaque enfant, de leur permettre de mieux surmonter les vagues que l'avenir leur réserve. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous.